Alors, je tiens d'entrée à dire un gros merci aux regroupements centraux qui nous offrent cette belle opportunité, cette plateforme d'échange et de discussion sur des sujets d'actualité tels que les PFAS. Donc, il me fait plaisir cet après-midi d'échanger avec vous sur ce sujet portant sur la gestion, traitement des eaux contaminées par les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques nommées les PFAS. Next. OK. Ma présentation va se subdiviser en trois grandes parties. Une partie où je vais présenter un peu le contexte, les enjeux. Ensuite, je vais présenter les techniques de gestion conventionnelles de traitement et de traitement des PFAS. Ensuite, je vais aborder une troisième partie qui va porter sur notre projet proprement dit. Alors, en ce qui concerne le contexte et les enjeux, il faut dire que l'industrialisation intense se fait sans cesse de façon croissante avec l'utilisation des eaux, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui entourés par une multitude de produits chimiques qui peuvent se retrouver dans les eaux, tels que les PFAS. Alors, les PFAS, qu'est-ce que c'est que les PFAS? Les PFAS, ce sont des substances chimiques qui sont utilisées dans divers secteurs de notre économie, tels que dans les mousses anti-incendie, dans les produits cosmétiques, dans les revêtements pour préparer des tissus de sorte que ces tissus soient hydrophuges, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer l'eau. C'est l'exemple que je vous donne avec cette photographie qui montre le siège d'une auto recouvert d'un tissu hydrofuge, donc qui est fait aussi à base de PFAS. Alors, il faut noter qu'aux États-Unis, on note déjà 712 cas documentés de contamination des eaux par les PFAS. Et on trouve des concentrations allant jusqu'à 80 000 nanogrammes par litre dans les eaux de surface. Et on estime, d'après le Pentagone, à 2 milliards de dollars les travaux de décontamination pour enrayer les PFAS qui contaminent les eaux. Alors, au niveau du Canada, il faut dire que le portrait général n'a pas encore été complètement fait, mais toute proportion gardée, on peut imaginer que le portrait au Canada ressemble à ce qui est observé aux États-Unis. Alors, ces chiffres donc, que j'ai indiqués renforcent donc la nécessité de développer des technologies avancées efficaces pour éliminer à la source notamment les PFAS des eaux. Donc ici, je vous ai présenté également une structure schématique de deux types de PFAS qu'on rencontre souvent, PFOS, et vous avez le PFOA qui est le PFOS pour sulfanote perfluorooctane, et vous avez les PFOA, l'acide perfluorooctanoïque. Donc, ce sont deux PFAS qui sont souvent rencontrés, qu'on mesure souvent. Next. Alors, les PFAS, il faut aussi comprendre qu'il en existe une multitude. Plus de 900 substances ont été identifiées comme étant des PFAS, et ces composés possèdent de longues chaînes de carbone entourées de fluorure. Et il faut noter qu'elle se distingue, cette substance, par cette forte liaison carbone-fluor qui fait en sorte que ces composés sont très réfractaires. Ces composés sont très résistants thermiquement et chimiquement, et surtout résistants également à la biodégradation. On a dans ces composés une partie hydrophobe et une partie hydrophile. C'est ce que vous voyez ici avec cette représentation schématique que je vous montre. Et cela aussi renforce le caractère réfractaire de ces composés. Next. Alors, nous sommes toujours dans les PFAS. C'est bien important de savoir qu'il existe une multitude de PFAS, quoique tout à l'heure j'en ai dénommé deux, les PFOS et PFOA. Il faut dire qu'il y a une grande famille
il y a ce qu'on appelle des substances polymères, non polymères, perfluorées. Vous voyez, il y a aussi des substances perfluorées acides, perfluorées avec des groupements carboxyliques, perfluorées avec des groupements sulfoniques. Donc, vous voyez la liste avec des abréviations. Je ne saurais nommer toutes ces abréviations parce qu'il en existe une multitude de PFAS. Donc, on peut quand même nommer les PFBS, les perfluorooctanes sulfoniques acides, et vous avez également les perfluorohexanoïques acides. Donc, ce sont des exemples, vous voyez, qu'il y a une multitude, et il faut noter que les PFOS et PFOA, qui sont notre cible principale, donc vont avoir des groupements respectivement acides, du moins carboxyliques et sulfoniques acides. Next. Alors, il faut dire que ces PFAS, ces produits, se retrouvent dans divers secteurs de notre économie. Il y a une utilisation extensive qui est effectuée. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que ces produits sont très résistants chimiquement et thermiquement. C'est pour ça qu'on va les utiliser en aérospatial, dans nos vêtements, pour rendre ces vêtements hydrofuges, dans la construction également, en chimie, en pharmacie, et aussi dans nos téléphones cellulaires. Vous avez également ces composés qui se retrouvent dans les canalisations de conduite de gaz pour fabriquer également des panneaux solaires. Et vous avez également la présence de ces composés, notamment sur les bases militaires, dans les zones stratégiques telles que les bases militaires. Et ces composés sont également utilisés comme des composés anti-incendie. Vous savez, vous rappelez, avec la catastrophe ferroviaire du lac de Mégantic, on a dû donc utiliser ce produit pour pouvoir donc éteindre ce grand feu-là. Alors, vous voyez, donc, on peut l'utiliser dans différents secteurs, même pour des semi-conducteurs, on va utiliser également ce composé. Donc, vous voyez qu'on a eu une utilisation extensive des PFAS dans divers secteurs de notre économie. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on les retrouve dans les eaux de surface. Next. Alors, quelles sont les sources potentielles de relagage de ces PFAS dans l'environnement? Vous avez les usines de raffinerie, vous avez lors des accidents, comme ce que je viens d'indiquer, la catastrophe ferroviaire du lac de Mégantic. Dans les stations de traitement des eaux, vous savez que ces stations de traitement ne sont pas spécifiquement conçues pour enrayer les PFAS. Donc, à la sortie, on retrouve la présence des PFAS. Les PFAS également peuvent se retrouver dans les biosolides parce que, comme je vous l'ai indiqué, on a dans ces composés une partie hydrophobe et une partie hydrophile. Donc, dans la partie hydrophobe fait en sorte que ces composés peuvent se retrouver dans les biosolides qui sont épandus. Donc, cela peut être toxique, préjudiciable pour la santé humaine. On les retrouve également de façon potentielle en métallurgie, dans les autres industries telles que les industries de papeterie, de revêtement que j'indiquais, dans les sites d'enfouissement également qui ne sont pas forcément conçus pour pouvoir enrayer les PFAS. Donc, à la sortie des sites d'enfouissement, on peut retrouver ces composés. Également, dans les aéroports également, ce sont des sites stratégiques d'utilisation de ces PFAS. Next. Alors, quelles sont les conséquences de l'exposition aux PFAS et les impacts sur la faune aquatique? La littérature indique qu'il y a des effets sur la faune aquatique, des effets immunologiques qui font en sorte qu'il y a des problèmes au niveau du système immunitaire. Donc, cela peut entraîner un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire, des organismes aquatiques. Vous avez également des effets endocriniens, la thyroïde peut être affectée. On cite également des effets de reproduction, des effets hématologiques au niveau du sang de ces êtres vivants qui sont exposés aux PFAS. Il y a également des effets neurocomportementaux,
des tumeurs telles que des cancers qui peuvent également survenir également chez ces animaux. Next. Sur l'homme également, il y a des effets qui ont été répertoriés dans la littérature, des concentrations aussi faibles que 0,1 nanogramme par litre peuvent être toxiques, entraîner des problèmes de fertilité chez l'homme, entraîner également des perturbations endocriniennes, c'est-à-dire qu'il y aura un déséquilibre de l'ensemble des glandes qui sont donc responsables de la reproduction, de la croissance et également du comportement. Vous avez également des perturbations métaboliques qui peuvent survenir et on peut également rencontrer des problèmes au niveau du système nerveux. Alors ici, j'ai répertorié des données de la littérature qui montrent des effets des PFOA et des PFOS chez l'homme. Donc, vous voyez, en fonction de la concentration, comme j'indiquais, des concentrations aussi faibles que 0,1 nanogramme peuvent être toxiques pour l'homme. Donc, il faut dire qu'on peut également être exposé chez l'homme par voie orale, au niveau de lait également et au niveau de l'alimentation également. On peut avoir donc des concentrations de PFAS dans les poissons que nous mangeons et donc cela peut entraîner ce type d'effet néfaste sur la santé donc, de l'homme. Next, merci. Alors, au niveau de la littérature, on a remarqué que, comme vous pouvez le voir, on a scruté un ensemble d'articles, de documents relatant la problématique des PFAS. On note que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a une forte croissance de la littérature qui relate donc des travaux portant sur les PFAS. On peut également voir le nombre de documents publiés par les 10 principaux pays. On peut voir aux États-Unis, on a des nombres autour de plus de 1400. Ensuite, au Canada, on a 1200 documents qui parlent de ces PFAS. Vous avez en Suède, en Allemagne, ainsi de suite. Donc, vous voyez que la problématique des PFAS commence à en prendre de plus en plus de l'ampleur. Et donc, il faut trouver des moyens pour pouvoir contrôler cela, pour éviter donc des effets néfastes chez l'homme et sur la faune aquatique. Next. Alors, quand on parle de contaminants réfractaires tels que les PFAS pouvant entraîner des effets néfastes chez l'homme, il faut tout de suite faire état de la réglementation qui permet de contrôler ces composés dans l'eau. Ici, j'ai pris l'exemple de concentration limite dans l'eau potable aux États-Unis, au Canada, en Suisse, pour faire un comparatif. Vous voyez que les Américains sont très sévères en termes de limite, 0,07 nanogrammes par litre, comparativement à 600 nanogrammes par litre dans l'eau potable au Canada, qui est indiquée par donc l'agence canadienne. Et on peut également comparer avec les autres valeurs telles que l'Allemagne qui se situe à 300 par exemple pour les PFOS, l'Italie 30, 500 pour les PFOA. Donc vous voyez ici ça vous donne un portrait des valeurs guide à ne pas dépasser dans l'eau potable. Donc, alors qu'on remarque que dans les eaux de surface qui sont utilisées pour produire de l'eau potable, on peut avoir des valeurs de PFOA ou PFOS allant jusqu'à 80 000 nanogrammes par litre, comme je l'ai indiqué dans mon introduction. Next. Alors, au niveau de l'Agence canadienne de la protection de l'environnement, j'ai voulu également indiquer d'autres données spécifiques pour vous montrer qu'il y avait des normes non seulement au niveau de l'eau potable, au niveau également des eaux de surface. Il ne fallait pas rejeter des eaux de surface plus de 6800 nanogrammes par litre.
Au niveau des tissus des poissons, il ne faut pas détecter plus de 9 mg par kilogramme. Et également, vous avez au niveau de la faune aquatique, au niveau des mammifères, au niveau de la volaille également, des animaux. Il faut également limiter la présence de concentrations supérieures à, par exemple, 8,2 microgrammes par kilogramme. Et dans les œufs d'oiseaux également, il faut avoir une concentration maximum de 1,9 microgrammes par gramme d'œuf. Next. Alors, maintenant, une fois que la première partie est achevée, je vais maintenant présenter un peu ce que présente la littérature en termes de gestion, traitement d'épiphases. Next. Alors, il faut dire que pour traiter l'épiphase, on a deux catégories de traitement. Les traitements de séparation et vous avez aussi des traitements de dégradation. Ce que vous voyez en vert, ce sont des techniques de dégradation qui vont permettre de décomposer l'épiphase pour les dégrader et voire même minéraliser de ces composés-là pour être capable de produire du CO2 et de l'eau. Par contre, de l'autre côté, il y a des techniques de séparation telles que l'échantillon, le charbon actif, d'autres assorbants également qui sont utilisés. Je tiens également à rappeler que parmi toutes ces techniques, les techniques les plus utilisées, ce sont des techniques de séparation, notamment utilisant le charbon actif et la technique d'échange d'ions. Next. Alors, dans les techniques, Maxime, tu peux revenir s'il te plaît sur la diapositive précédente, je ne sais pas, je suis allé un peu vite. Dans les techniques de dégradation, merci, vous avez différentes techniques. Il y a la photolyse qui peut être utilisée, la sonochimie avec des ultrasons qui va permettre de produire plus de cavitation pour générer des radicaux libres pour détruire l'épiphase. Vous avez l'incinération. Il y a aussi des techniques d'oxydation avancée qui combinent, par exemple, l'ozone, le peroxyde d'hydrogène, ou bien qui va combiner de l'UV, ou bien le peroxyde d'hydrogène dans l'optique de produire des radicaux libres qui sont l'une des espèces les plus oxydantes pour dégrader des composés réfractaires tels que l'épiphase. À cela s'ajoutent également les techniques d'oxydation électrochimique sur lesquelles nous allons revenir plus tard parce que c'est l'une des voies que nous utilisons donc dans le projet que nous proposons. Merci. Next. Alors, ces techniques conventionnelles sont souvent inefficaces. On va citer par exemple le barbotage à l'air, la précipitation, coagulation, flocculation inefficace. Vous avez également des techniques qui sont moyennement efficaces, la biorémédiation, les techniques biologiques, l'oxydation chimique également. Souvent, cela nécessite des quantités énormes de produits chimiques pour dégrader l'épiphase. On a également d'autres approches conventionnelles qui peuvent être efficaces, qui sont souvent utilisées, même sur des sites à l'échelle réelle, c'est ce que j'indiquais, le charbon actif et les résines échangeuses d'ions, qui sont souvent utilisées à grande échelle. Mais vous allez voir que ces techniques-là peuvent être efficaces, mais se traduisent toujours par un transfert de pollution. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous déplacez ces contaminants dans l'eau, vous les déplacez vers le charbon actif, vous faites un transfert de polluants sur le charbon actif. Après, il faut gérer ce charbon actif qui est saturé. Et ça fait encore une étape supplémentaire. Et vous n'avez pas complètement dépollué parce qu'en fait, vous avez fait un changement de phase. Vous êtes passé de la phase liquide et vous l'avez déposé sur une phase solide. Next. Alors ici, je donne un exemple de l'utilisation du charbon actif granulaire qui est souvent utilisé, efficace souvent, moins efficace pour les épiphases à coup de chaîne. Il y a également des problèmes de récupération parce qu'après, il faut régénérer le charbon actif. C'est ça le problème. Souvent, il faut des temps longs pour pouvoir donc absorber tout l'épiphases. Ici, je montre un graphe
des courbes de percée, donc montrant l'absorption sur charbon actif. C'est qu'il faut voir en ordonnée, vous avez les concentrations résiduelles et en abscisse, vous avez le temps d'opération. Vous voyez, on a donné comme exemple 3 PFAS, le PFBS, PHXA, PFHPA. Et vous voyez que jusqu'à 200 jours d'opération, on ne mesure pas de concentration résiduelle. Ça veut dire que les PFAS ont été absorbés sur le charbon actif. Mais au bout de 200 jours, on commence à voir donc, on commence à mesurer des concentrations résiduelles. Donc, cela est dû à la sursaturation du charbon actif, hein, qui fait en sorte que on commence à pouvoir détecter et la courbe en bleu, vous voyez, jusqu'à même dépasser les concentrations initiales. Vous avez les traits horizontaux montrent simplement les concentrations initiales dans les fluents. Et vous voyez la courbe en bleu, à un moment donné, on dépasse. Ça veut dire qu'on rélague davantage jusqu'à dépasser même la concentration initiale. Pour le deuxième composé, la courbe en orange, vous voyez qu'on arrive aux concentrations initiales. Et cela ici montre le problème de sursaturation du charbon actif qui peuvent survenir lors du traitement utilisant les charbons actifs pour éliminer les PFAS. Next. Alors, les résines d'échangeaux d'ions également sont utilisées. Ce sont des procédés qui sont applicables, peuvent être utilisés pour éliminer plus de 99% des PFAS, notamment à courte chaîne et longue chaîne. On a estimé, d'après la littérature, des coûts pouvant se situer entre 0,15 et 0,40 dollars par kilo-gallon avec des temps de contact faibles. Et souvent, l'incinération est requise parce que vous voyez, vous déplacez, c'est aussi le problème de transfert de polluants, vous déplacez et ensuite, il faut pouvoir réconcentrer dans un petit volume et ensuite soumettre à l'incinération. Donc, ça fait une étape supplémentaire. Next. Et ici, je vous donne quelques exemples de performance pour les PFAS utilisant le charbon actif, des techniques membranaires, la sonochimie. Et vous voyez qu'avec le charbon actif, on peut atteindre 95%. Aussi avec des techniques membranaires. C'est le même problème également avec les techniques membranaires. On fait un transfert de polluants. Ce n'est pas une véritable dépollution, tout comme le charbon actif, parce qu'on va se retrouver avec le concentrat dans les techniques membranaires qui va être beaucoup plus concentré et qu'il faut gérer par la suite. Next. Alors ici, j'ai récapitulé un peu les avantages, les inconvénients de l'absorption. Peut être inefficace sur certains, pour le charbon actif par exemple, sur certains PFAS, parce que cela dépend de l'hydrophilicité et du caractère hydrophobe des PFAS. Ensuite, vous avez un inconvénient parce que cela s'accumule sur le charbon actif. Après, cela requiert une étape supplémentaire. Les techniques membranaires également, c'est ce que j'avais indiqué, le concentrat, il faut le gérer par la suite. Les procédés électrochimiques peuvent être intéressants, il y a des avantages, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir la génération de sous-produits qu'il faut gérer. Donc, l'idée, c'est d'aller jusqu'à la minéralisation. Pour les processus sonochimiques également, l'utilisation à grande échelle est souvent limitée. Cela peut être efficace, mais souvent limité pour une utilisation à grande échelle. Pour les procédés chimiques, photochimiques, on a des conditions de réaction douces, c'est avantageux. L'automatisation est facile. Au niveau des inconvénients, on a des taux de dégradation qui peuvent être lents. L'efficacité va dépendre également des conditions environnementales, du pH et également de la présence d'autres matières organiques qui peuvent donc limiter la dégradation des PFAS à cause de la compétitivité des réactions. Next. Alors, donc, je m'en vais donc pour la théorie dans les 5 prochaines minutes pour vous présenter un peu de façon sommaire notre projet qui fait l'objet d'études présentement qui concernent le développement de procédés électrocatalytiques avancés pour la décontamination des eaux polluées au PFAS. De quoi s'agit-il? Next. Alors, il s'agit donc de mettre au point un procédé qui soit capable de pouvoir traiter à la source les PFAS, c'est-à-dire le plus près possible de leur entrée dans l'environnement. C'est ça la stratégie, l'approche. Ne pas attendre que les PFAS se rendent dans les stations
des eaux usées, mais de les intercepter à la source à des sites stratégiques que j'ai indiqués dans le contexte, pour pouvoir les récupérer et les dégrader en utilisant des nanomatériaux. On va utiliser donc des électrodes qui vont être conçus sur mesure, mais avec une structure nanométrique pour pouvoir donc maximiser la surface d'échange. Alors, donc, nous, l'objectif, le but ultime, c'est de contribuer au développement et à l'adoption des technologies avancées, écologiques et innovantes pour la gestion et le traitement des PFAS. Les objectifs spécifiques consistent à réussir premièrement à fabriquer ces électrodes, parce qu'il y a une définition, à construire, à élaborer ces électrodes nano-structurées, propriétés optimales, de la conductivité, parce qu'on veut utiliser comme électrodes dans nos réacteurs électriques pour qu'elles soient stables, les intégrer par la suite dans des réacteurs de nouvelle génération qui vont permettre de pouvoir dégrader de façon efficace les PFAS. Okay? Mettre au point également des méthodes analytiques fiables et ultra sensibles aux PFAS, parce que comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a une multitude de PFAS. Il n'y a pas que les PFOA et les PFOS. Il y a d'autres PFAS qu'il faut également détruire parce qu'il y a également des normes sur ces PFAS. Donc, il nous faut mettre au point une batterie d'analyse pour pouvoir les identifier et évaluer la performance de nos systèmes épuratoires. Optimiser, bien entendu, l'ensemble des procédés pour atteindre des coûts de traitement abordables. Parce que, vous voyez, lorsqu'on concentre ces PFAS, qu'on les envoie dans des sites spécialisés, cela va coûter au moins $300 par mètre cube. Alors que nous, ce que nous visons, c'est de traiter pour atteindre un minimum en dessous de $80 par mètre cube traité lorsqu'on applique le procédé ECA. Next. Alors, les nanomatériaux, c'est un aspect important dans ce projet. Concevoir des électrodes à base de titane ayant une structure nanométrique. Et pourquoi on a choisi le titane? Parce que vous savez que le titane, il y en a abondamment. On a une production de 8,9 millions de tonnes en 2020, donc il y a une abondance dans la nature. Et chimiquement, ce sont des composés qui sont stables dans le temps. Et donc, on entend donc développer des électrodes ayant une structure nanométrique, ayant une grande surface spécifique pour maximiser la surface de contact électrode-électrolyte et dégrader donc les PFAS. Et à titre d'exemple, pour 2,5 grammes de poudre de TiO2, par exemple, à 20 nanomètres de diamètre, on offre une surface spécifique d'environ une centaine, de 400 à 460 mètres carrés, qui est l'équivalent d'une patinoire de hockey, pour vous montrer un peu l'ampleur de la surface spécifique qu'on développe en utilisant des électrodes nanométriques. Next, la structure nanométrique. Alors, ici, pour vous expliquer simplement, le principe est basé sur l'électrolyse. On va utiliser des électrodes qui vont être connectées à la borne, respectivement à la borne positive et à la borne négative, qui vont permettre, lorsqu'on va imposer le courant, l'eau à traiter va être utilisée comme électrolyte. Et dans notre cas, on évite d'utiliser des produits chimiques. Donc, on va générer in situ à partir de l'eau à traiter avec les électrodes qui seront conçues ayant une structure nanométrique, nanostructurée, vont permettre donc de pouvoir générer in situ des radicaux libres qui sont des espèces très oxydants. À l'anode et à la cathode, on va simultanément générer du peroxyde d'hydrogène qui va permettre d'avoir donc des conditions oxydantes importantes pour pouvoir dégrader les PFAS. Next. Alors, l'idée, c'est d'utiliser d'abord des prototypes à l'échelle laboratoire et ensuite concevoir des prototypes à l'échelle pré-industrielle comme celui que vous voyez, de sorte à pouvoir donc déployer sur site ces unités de traitement pour dégrader les PFAS. Next. Alors, il y a des retombées qui sont prévues au niveau environnemental, c'est de réduire la quantité de PFAS dans l'eau et ainsi réduire de façon inéluctable également les perturbations sur la faune aquatique. Next. Il y a aussi des retombées au niveau de la santé en diminuant les risques liés aux maladies et donc cela permettra de sauver des coûts liés à la santé qui résultent des effets nocifs
régler la présence des PFAS. Donc, si on fait référence à ce que je vous ai dit dans la partie impact sur la faune et sur la santé humaine, donc le fait de pouvoir agir à la source, cela permettrait donc de pouvoir contrôler, d'éviter des maladies liées aux PFAS. Next. Des retombées au niveau sociétal, cela permettra d'aider les gestionnaires de sites contaminés à respecter les exigences réglementaires. Next. Et vous avez également sur le plan économique, parce que les unités qui vont être conçues peuvent être commercialisées, et donc cela aussi va permettre de créer des emplois et également de pouvoir donc réduire les coûts exorbitants reliés à la contamination des sites. Next. Alors, il faut dire que c'est un projet institutionnel avec des partenaires académiques, mon collègue Ali El-Katani qui s'occupe de l'élaboration des matériaux à concevoir et intégrer dans les réacteurs de nouvelle génération. Il y a également mon collègue Sébastien Sauvé qui s'occupe de tous les aspects analytiques des PFAS. Et il y a la partie intégration et procédé de traitement, c'est ma partie à moi. Et on a des partenaires donc, industriels tels que Sanexin, Rio Tinto qui sont impliqués dans ce projet. Et ce projet est financé par Primat Québec et le CRSNG avec son programme Alliance. On a des étudiants qui sont impliqués, des stagiaires postdoctoraux. Et vous avez 3 étudiants qui sont impliqués en PhD, qui sont impliqués dans ce projet-là. Next. Et ce sont des références. Et sur ce, je vous remercie avec la dernière slide. Donc, merci bien pour votre attention. Donc, je suis ouvert à toutes sortes de questions pour apporter des éclaircissements sur cette présentation. Merci.